Merci d'être avec nous. Vous le voyez, il y a déjà l'esprit de Noël sur ce plateau. Une histoire de fête qui s'annonce tout doucement. Nous entrons dans la féerie de Noël. Merci d'être en notre compagnie. Et puis aujourd'hui, c'est le 7 décembre 2017. Ça fait exactement 24 ans. Et nous avons une forte, mais très forte pensée pour le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Ça fait 24 ans que Félix Houphouët-Boigny est parti. Ce jour-là, chacun sait au moins ce qu'il faisait tant. Cela a marqué notre pays. Bienvenue à Matin Bonheur. Bonjour Eva. Bonjour Marco, bonjour chez vous. Et oui, je me souviens exactement de ce que je faisais et je vous le dirai dans quelques instants. Pour l'heure, je vais m'atteler à vous dévoiler le sommaire du jour. Il sera question bien évidemment du Père de la Nation qui sera longuement évoqué pendant cette matinale. On aura droit également au JT décalé. Vous le savez, depuis le début de cette saison, Abbas est en notre compagnie et il décrypte comme ça avec son humour particulier et cinglant l'actualité sociopolitique de notre pays. Et puis nous parlerons bien évidemment d'un jeu que je vous invite à découvrir, le jeu Othello, dans la rubrique Entreprendre avec son créateur. Donc restez en notre compagnie. Et puis en fin d'émission, vous le savez, tous les jeudis, c'est thématique santé sur Matin Bonheur. Il sera question aujourd'hui de vivre aujourd'hui avec le sida. Oui, le sida aujourd'hui n'est plus une fatalité. Il existe un traitement qui nous permet, en tout cas, qui permet à ceux qui sont atteints de cette pathologie de vivre normalement et de voir leur taux de leur charge virale de baisser drastiquement au point de ne même plus transmettre éventuellement la maladie. Il sera question donc de cela avec notre invité qui parlera des habitudes donc, de ces personnes séropositives. Pour l'heure, elle est très juste positive. Elle a fait le tour des journaux disponibles aujourd'hui pour vous. C'est Fatim Djedje pour la titrologie. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Alors pour savoir de quoi parle la presse nationale en ce jeudi 7 décembre 2017, eh bien vous êtes au bon endroit et au bon moment. Fraternité Matin, comme chaque jeudi, revient sur le Conseil des ministres la veille et les décisions qui ont été prises. Donc au sujet de l'importation des véhicules d'occasion, le gouvernement fixe l'âge limite de ces 10 véhicules. L'autre information concerne le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui se rendra aujourd'hui même en Égypte pour participer au Forum Africa 2017. Le quotidien Le Jour s'intéresse à l'ex-chef de l'État et titre « Comment Gbagbo divise le FPI ?» Le journal vous dit tout sur le scénario pour neutraliser Pascal Afine-Guessant. On apprend aussi que 991 soldats, dont de hauts gradés, sont sur le départ dans le cadre de la restructuration de l'armée. Le nouveau réveil s'interroge ce matin. Le congrès du PDCI RDA se tiendra-t-il bien en avril 2018? Le journal vous donne les précisions d'un membre de la direction et celles de son président, Henri Konan-Bédier. Juste en dessous, cet homme que vous voyez dans l'encart en bas, c'est Série Eiffel, dont le limogeage par le Premier ministre fait couler beaucoup d'encre ce matin, à l'instar de Soir Info qui va apparaître et qui reprend donc l'information à sa une. Le tout-puissant directeur de cabinet de Gon Coulibaly débarqué, des accusations contre lui sont révélées et je vous en dirai plus lors de la revue de presse. L'Expression vous donne le calendrier détaillé du concours CAFOP 2017-2018, autant pour moi. Et on apprend au sujet du sommet UE-UA que le chef de l'État a remercié les Ivoiriens. Et pour finir, le journal de l'opposition, Notre Voix, s'intéresse au budget 2017 et affirme que le pouvoir veut tromper les populations. On peut aussi lire que Guiglo était debout pour soutenir le FPI de Pascal Afine-Guessant. Donc les détails des articles, c'est tout à l'heure vers 6h45. À tout à l'heure. Merci Fatim. Très sexy avec, franchement, il y a des... On va faire une collection spéciale Fatim avec tout. Christelle Akoussa, n'est-ce pas? Regardez, voilà, on va vous montrer que vous êtes vraiment... Ravissante. Ouais, ça va? Oui, ça va, un peu gêné par ces compliments. Mais non, fallait vous y attendre gentil. parce que, en tout cas, vous êtes ravissante dedans. Merci. Ça me rappelle l'esprit du 9-2. Merci d'être en notre compagnie en ce 7 décembre. Une fois de plus, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est la Sainte-Ambroise, c'est la journée internationale de l'aviation civile. Honneur à toutes ces personnes qui prennent soin de notre sécurité lorsque nous voyageons. Nous allons revenir à tout ça dans quelques instants seulement. Mais seulement, n'oubliez pas aussi que le monde entier est encore
sous le choc du décès d'une grande icône de la musique internationale, francophone et française en particulier, Johnny Hallyday. Matin Bonheur a démarré, oui, il y a quelques minutes maintenant. Et quand il est 6 heures, on se tait et on regarde la gym. Bonjour Eva, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue à votre émission de sport matinale avec Coach Kadi et mes chers collaborateurs et collaboratrices en arrière. On va continuer sur notre lancée de Strong by Zumba. Aujourd'hui, on va faire des mouvements un peu plus dynamiques. Donc, on va aller travailler un tout petit peu de taille, on va aller travailler un tout petit peu les jambes, encore des squats. Alors, quand vous êtes prêts, on va commencer à marcher tout doucement. On marche tranquillement, on va se réchauffer. Et on part, genou, 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 genou. On marche, on change de côté. Encore, on change de côté. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. On change, go. Change, go. Change, go. Un peu plus dynamique, on rajoute un coup de pied. Genou, genou, coup de pied, on marche. Genou, genou, coup de pied. Allez, encore. Encore, go. 1, 2, kick, marche. Encore, come on. Et marcher. On marche, on respire tranquillement, on garde les jambes larges, on part pour des squats et on y va. On descend, on reste, on respire et on revient. Et on repart. On descend, on reste, on respire et on revient. Encore. Descend, on essaye de garder le poids vers l'arrière, un peu comme si on voulait s'asseoir sur une chaise, n'est-ce pas? Et on remonte. Encore. Descend. On reste. Je sais que ça fait mal aux jambes. Et on remonte. On reste. Pour ceux qui ont mal, vous pouvez descendre juste un tout petit peu. Vous pouvez rester là. Ça travaille quand même. Et on remonte. Encore. On descend. On reste, dernière. Et on remonte. Excellent. Marcher. On respire. On part sur la taille. Toujours jambes larges. On va faire des petites rotations de chaque côté. On essaye de respirer. Pour l'instant, tout va bien, n'est-ce pas? On descend un tout petit peu. On remonte. Marcher. Prochaine étape, genou, on croise. Genou, tourne. Genou, tourne. On tourne du côté de la jambe qu'on monte. Et on repart. Un petit squat, tout doucement. On revient, genou, tourne. Alors, vous pouvez y aller tout doucement comme ça. Sinon, un peu plus dynamique. Boum! On reste. Petit, petit, on va croiser. Hop. On croise. On croise, jambe droite, arrière. Encore. On essaye d'aller un tout petit peu plus bas. On se réveille. Croise. On croise. On croise, dernière. On croise, on respire tout doucement. L'autre côté. Croise. Encore. Un peu plus bas, on essaye.
fini, on respire. Excellent tout le monde et marchez. Excellent travail. On marche, on respire tranquillement. Je sais que ça fait mal, je sais que ça brûle, mais c'était ça l'objectif, n'est-ce pas? Vous pouvez vous féliciter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. J'espère que vous avez eu du plaisir et on se revoit dès demain. Merci. Merci Et beaucoup. oui, on vous retrouve coach Karl Kadi dès demain. Oui. Avec beaucoup de joie. On voit que la Zumba a l'air très productive hein, quand on voit votre corps sculpté. Et on se dit, bah, pourquoi ne pas s'y mettre? Ah bon? Merci beaucoup. Donc, eh oui, Moi, tout je à fait. préfère Marco. comme ça déjà. Vous êtes magnifique comme ça. Oh là là, c'est vous n'avez gentil. pas besoin de Zumba. Je suis pas aussi musclé qu'elle, mais bon, on verra. Alors, on l'a dit, aujourd'hui, c'est le 24e anniversaire du décès donc, du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. On va à présent... alors, nous sommes allés recueillir le témoignage d'un ancien combattant qui nous rappelle l'engagement du père de la Côte d'Ivoire moderne pour les droits de ses concitoyens. Un ancien combattant, oui, je sais que Eva aime beaucoup ceux qui se sont battus pour la nation. Mais avant, on va écouter un discours. Mais moi, je vais vous poser une question. Où vous étiez le 7 décembre 1993? Où est-ce que vous étiez? J'étais à Boaké. Quartier Air France 2. Exactement. Ah bon, je me suis renseigné. Et moi, on ne vous a pas dit où j'étais? À une veillée de prière. Eh oui, à la cathédrale. Donc, et puis le matin, on entendait des chuchotements. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe? C'était la nuit de l'évangile à l'époque, 1993. Et on était très jeunes. J'étais très pieux à l'époque. Et on n'imaginait pas, on ne savait pas en fait ce qui se passait. Mais c'est après qu'on a senti que vraiment, la Côte d'Ivoire avait perdu quelqu'un de magnifique. Alors, on va regarder donc ce discours, se rappeler pour les plus anciens et puis apprendre à connaître pour les plus jeunes le président fondateur de la nation ivoirienne. On regarde. Vous parlez de droit de marché quand un des partenaires fixe à sa volonté le prix de vos productions à vous, le prix des marchandises qui vous envoient parfois même à partir des matières premières mal rétribuées et les services qui coûtent cher. Est-ce qu'on parle de loi de marché avec les Japonais? On oppose des contingentements. Alors demain, travaillez, ne pleurez pas. Prenez courage, ça viendra. Vous avez tout pour réussir. Une terre riche, des jeunes gens intelligents, qui ne demandent comme la terre vierge de chez nous, même la terre du Sahara, il suffit de quelques gouttes d'eau pour que vous voyez reverdir le Sahara. Bien, ces intelligences qui seront fondées avec le concours des autres, bien, vous pourriez traiter dans 50 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que 20 ans, 30 ans dans la vie des peuples, quand le monde compte des milliards d'années d'existence. Ne vous découragez pas, je l'ai dit. Je le répète pour les journalistes, la vie c'est une course. Personne n'a encore atteint son plein développement. Et on ne juge pas au départ, mais à l'arrivée, personne n'est arrivé. Donc, allez, courez avec eux. Félix Houphouët-Boigny, des paroles fortes, un charisme à nul autre pareil, vraiment un des présidents les plus illustres, les plus charismatiques, vraiment d'Afrique et du monde. Le monde entier reconnaît ses talents d'orateur, ses talents tout court, et puis cette vision qu'il a pour son pays. Il y a des idées de Félix Houphouët-Boigny qui datent de 1959, qu'on utilise encore aujourd'hui. Il a vraiment tracé les sillons et on ne le dira jamais assez. C'est une figure de proue de la politique mondiale qu'on regrette 24 ans après. Oui, et 1993, oui, 2017. Pour parler donc de son état d'homme visionnaire, je me souviens, j'ai vu hier un article de Fraternité Matin datant de 1978 où il annonçait le métro à Abidjan pour 1990. Bon, ce sera pour 2020 finalement. Oui. Mais bon, il pensait déjà. Même regardez dans le décor de la manière dont Abidjan est tracé. Quand vous allez dans d'autres, vous avez la chance de voyager, vous savez que vraiment ce monsieur, il voulait le bien de son pays, le traçage, la manière dont c'est agencé, chaque construction. Lorsqu'il y avait une grande construction
par rapport au pays, il se déplaçait, il allait personnellement, parfois en catimini, surveiller, voir un peu, faisait détruire, reprendre. Franchement, c'était quelqu'un de raffiné, même dans l'habillement, les pochettes qu'on sort un peu comme ça, costume. Voilà, Oufoué, c'était la classe. Et même jusqu'aujourd'hui, c'était la classe, quoi. Sincèrement, quand c'est vous la utilisez le GPS, par exemple, sur le téléphone, vous vous rendez compte que toutes les rues d'Abidjan sont adressées. Toutes les moindres avenues, toutes les moindres rues, les boulevards, tout est adressé, tout ressort, quoi, franchement, et ça date des années 1960. Donc, franchement, encore une fois, chapeau, bâtisseur de la nation, on ne l'a pas appelé ainsi pour rien. Absolument, on ne dira pas que l'homme était parfait, comme tout homme, voilà, tout le monde a ses défauts, mais ce qu'on retient de l'homme, c'est que vraiment, il a fait de la Côte d'Ivoire un pays magnifique avec ses majuscules respectées jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que, pour parler de façon triviale, même dans son tombé, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est un grand pays. 24e anniversaire donc, que nous évoquons du décès de Félix Houphouët-Boigny. Le témoignage d'un ancien combattant, nous y arrivons maintenant. Cela, donc, nous sommes allés recueillir le témoignage d'un ancien combattant qui nous rappelle l'engagement du père de la Côte d'Ivoire moderne pour les droits de ses concitoyens, notamment ceux des anciens combattants africains. Et c'est un reportage signé Guillaume Zéré. Pour la 24e célébration de la disparition du président Félix Houphouët-Boigny, c'est vers cet homme que notre équipe s'est tournée. Lui, c'est le capitaine Yassongo Koné, ancien combattant, président des anciens combattants de Côte d'Ivoire. On l'appelle la mémoire vivante. Il nous raconte ici comment le père de la Côte d'Ivoire moderne s'est battu pour l'amélioration des conditions de ceux qu'on a appelés tirailleurs. Depuis 1946, Houphouët-Boigny a engagé une lutte pour la défense des droits des tirailleurs sénégalais. Et c'est ainsi qu'il est allé même jusqu'à aller contre la cristallisation de nos pensions. Et il a même dit que le sang versé était le même et qu'il n'y avait pas de raison que ceux de l'Occident soient mieux payés que les tirailleurs sénégalais. Dans la même veine, il a demandé à l'un de ses lieutenants, en la personne de Mamadou Konaté, n'est-ce pas, de demander que l'Office national des anciens combattants à Paris soit créé à Dakar. Pour l'égalité des anciens combattants des deux guerres mondiales, mais pas seulement. Houphouët-Boigny a fait confiance en ses vétérans pour la gestion de l'administration ivoirienne à un moment donné. Houphouët-Boigny a trouvé qu'il fallait mettre, disons, des sous-préfets militaires qui ne l'ont pas déçu, des préfets militaires qui ne l'ont pas déçu non plus. Certains préfets même sont devenus ministres militaires, et ça n'a pas déçu non plus. Et dans la même veine, évidemment, il y a eu des directeurs d'hôpitaux, parmi les officiers, parmi les militaires. Bon, je crois qu'il n'avait pas mal fait. Si Houphouët-Boigny était attaché aux libertés de ses concitoyens et à la rigueur, il n'en était pas moins pour la tradition. L'architecture du palais présidentiel, qui est en réalité un tabouret royal en pays Akan, est à mettre à son actif. Mais le symbole qui se reste derrière, c'est que il fallait donner droit à la colonisation. Sur la vie du premier président de la Côte d'Ivoire, les témoignages sont légion. Et à entendre des témoignages comme ceux du capitaine Koné, on arrive à conclure que Félix Houphouët-Boigny était un homme attaché aux valeurs qui fondent la grandeur des nations. Voilà. En tout cas, on ne cessera pas d'en parler. Aujourd'hui, c'est important, surtout pour les parents, d'instruire les plus jeunes sur le grand président qui était le président Félix Houphouët-Boigny. C'est vrai que les moins de, j'allais dire 24 ans, ne peuvent pas le connaître. Donc, c'est donc aux parents de pérenniser ce souvenir-là en expliquant aux enfants, aux plus jeunes, donc, le rôle qu'a joué le président Félix Houphouët-Boigny dans la construction de la Côte d'Ivoire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, pour parler de ces œuvres, justement, le boulevard Lagunaire, le pont de Gaulle, tout simplement. Le pont Houphouët-Boigny. Voilà, des œuvres de Félix Houphouët-Boigny qu'on va suivre tout de suite grâce au Point Route. On y va. Et
le point route nous emmène donc première destination, ce sera bien sûr le boulevard Lagunaire. On vous donnera donc la date de l'inauguration, certainement inaugurée par le président Houphouët-Boigny. On aura la date, en tout cas le circuit, le parcours par rapport à la circulation, ça va. Pour le matin, c'est bon. Toujours au plateau, à quelques centaines de mètres à peine, on sera donc sur le pont de Gaulle, voilà, qui se réveille ce matin. Oui, très très beau panorama ce matin qui nous est donné de voir. Pas grand chose à signaler, pas beaucoup de véhicules en circulation en cette heure matinale. Et puis on va refermer avec bien sûr Koumassi, Koum City, donc à quelques mètres seulement de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Et donc la circulation est fluide. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour parler donc de l'actualité brûlante. C'est bien sûr ICASA 2017, cette importante réunion donc pour faire le point sur la sensibilisation, la communication par rapport au VIH/SIDA. Vous avez certainement souvenance de la première réunion en Côte d'Ivoire ici, c'était en 1997, 20 ans après, cahier d'un retour au pays initial avec plusieurs axes qui sont développés. On parle des jeunes, on parle des femmes, on parle de tout ce qui peut faire avancer la lutte. La conférence sur le sida donc se poursuit depuis le 4 novembre. Notre équipe qui est en permanence sur le terrain pour la couverture de l'événement s'est intéressée cette fois à l'action des travailleuses du sexe qui sont du moins très engagées dans la lutte pour l'éradication du sida. Reportage. Elles sont venues des 4 coins de l'Afrique pour prendre part à cette importante réunion sur le sida et les IST. Elles, ce sont les travailleuses du sexe, celles qui d'habitude proposent leurs services en toute discrétion, ont décidé aujourd'hui de s'ouvrir au monde pour aborder la question du sida, sans détour et sans tabou. On les sensibilise, on leur explique que le VIH existe, les IST existent. Le seul moyen de se préserver, c'est le préservatif. Aujourd'hui, elles se disent que le travail du sexe, c'est celle qui est dans sa maison close, qui est assise sur tabouret, qui cherche les partenaires. Non? Travailler des seins, ce n'est pas forcément que les femmes les affichent seulement. Celles qui ont 2, 3 gars non affichés aussi, elles sont dans les foyers. D'autres disent oui, je suis jeune fille, il y a 2 gars, tu es TS. C'est même travailleuse du sexe. Pour ces professionnels du sexe, sensibiliser sur la question du VIH est tout un symbole. Le symbole que tout le monde doit prendre une part active dans l'éradication de ce virus qui, malgré tout, continue de faire des victimes. Chacun doit connaître son statut. Là, c'est la meilleure des choses. Il faut connaître ton statut. À là où on est, on peut dire fier, tu peux tuer telle personne. Pas lui a tué telle personne. Le sida ne tue plus. Tu dois prendre tes précautions. Tu te préserves. Ta vie est garantie. À leur stand ou dans les allées, elles ne ménagent aucun effort pour faire passer le bon message. Pour ceux qui les découvrent, ils tombent tout de suite sous leur charme. Le charme de leur engagement dans la lutte contre le sida. C'est déjà une satisfaction de ICASA. Tous ceux qui sont des cibles, qui sont potentiellement des cibles vulnérables, s'ouvrent aux populations, arrivent à extérioriser leurs préoccupations. Je crois que c'est déjà bon, c'est déjà un grand pas gagné dans la lutte contre le VIH/SIDA. Donc je pense que c'est un modèle de communication qui est assez aiguillé et ça permet aux jeunes, ça permet à toute la population ivoirienne, africaine et mondiale de pouvoir comprendre de façon plus précise les questions de sexe, les questions liées au sida, aux maladies sexuellement transmissibles. À ce box, on note aussi la présence de communautaires qui accompagnent l'action des travailleuses du sexe. La présence et l'engagement de ces dernières prouvent que l'Afrique a vraiment une approche différente dans la lutte contre le sida, comme le stipule le thème de cette 19e conférence sur le sida et les IST. Vous avez vu le slogan là? Exactement, je pense qu'il faut passer par là hein, pour la sensibilisation. Nos protections, nos grès. Exactement, il faut passer par là pour la sensibilisation. Il faut être proche du langage des jeunes parce qu'aujourd'hui, c'est des termes que la jeunesse utilise. Beau, mais ça veut dire et je pense que c'est avoir des rapports sexuels tout simplement. Donc sans protection, pas de rapport sexuel. En termes abidjanais, ça fait nos protections, nos grès. Exactement, donc je pense que il faut passer par là, par la proximité pour que les jeunes se sentent concernés, qu'ils comprennent surtout le message. Et puis je pense que c'est très courageux de la part de ces travailleurs du sexe de s'afficher comme ça à visage découvert et puis de lutter contre la maladie. Oui. C'est pas bon.
Ah oui. Ah bon, pourquoi? Non, parce que là, imagine toi, ce salon-là, tu vas avec ta femme. Et puis tu passes et tu dis, monsieur, vous allez laisser votre téléphone, on t'a agressé. Et puis tu remets ton téléphone devant madame, tu vas dire quoi là? C'est vrai que ça peut être assez délicat. Alors, il est déjà installé. Vous l'avez entendu, Abbas est là pour le JT décalé. Aujourd'hui, il sera question donc d'une marche à avorter. Ce sera juste après le jingle. Voilà. Eva Marcellin, franchement, dans ce pays, on n'a qu'à se respecter. Voici un député. Bon, quelqu'un, quand il a été ministre, on dit toujours monsieur le ministre. Lui, il n'est plus député, mais il est député. Il a décidé de marcher de Noé à Abidjan. Mais nous, gouvernement, c'est-à-dire moi-même en tant que neveu direct du président de la République, élu démocratiquement, on a dit, nous sommes garants de la sécurité des hommes et des biens. Le gars, il veut marcher de Noé jusqu'à Abidjan. On peut l'agresser, on peut le frapper, on peut tout faire. Donc nous, on a décidé de mettre voiture à sa disposition avec 4 corps. On le met dans la voiture de police pour l'envoyer à Abidjan. Les gens disent non, non, on a avorté, ça marche. Non! C'est ça. Il voulait venir à Abidjan. On a juste précipité. C'est-à-dire qu'il est venu, il est arrivé avant l'heure. C'est pour sa protection, quoi. C'est sa protection. C'est ça là, c'est le problème. Ah, d'accord. Aujourd'hui, vous avez vu Sommet UA. Pardon? Bon, Sommet, ils ont fait là. Sommet UA. Voilà, c'est ce que tu as dit là. C'est ça même, c'est ça. C'est le sommet que tu as dit là. Sommet UA. Sommet UA. Et puis UO. Ah, d'accord. Donc, sommet, c'est là. Non, on ne savait pas que les Ivoiriens pouvaient respecter les choses. Surtout, chauffeur de Baka. Franchement, hein, ouais, j'ai remarqué. Non, 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 VG était libre. Oui. Parfois, on peut jouer Maracana. On roulait la main gauche même comme ça. Ah. Comme ça, oui, la main gauche. Ah, tu as vu ça? Et aujourd'hui, au lieu de passer notre temps à faire des bavardages inutiles, moi, je pense qu'on doit remercier les Ivoiriens, remercier le gouvernement et surtout le président de la République. Élu démocratiquement. Celui qui a fait les ponts, les routes, le panier de la ménagère. Aujourd'hui, à cause du président Alassane Ouattara, vous avez les ponts partout. Il a fait le panier de la ménagère. Aujourd'hui, quand tu vas au marché, tu n'es pas contente? Deux. Je suis contente, hein? Ah, d'accord. Je serais contente. Donc, mesdames et messieurs, elle est contente. Ah non, je suis très contente. Je déclare que tu es contente. Je le proclame même d'ailleurs. C'est tout ce que je voulais savoir. Donc, vous voyez ça? Et les gens, au lieu de dire merci au président qui a fait que tout le monde entier s'est retrouvé ici, le président Macron, depuis qu'il est élu, c'est le seul pays où il a dormi 2 fois. Angela Merkel n'est jamais venue en Afrique, mais c'est en Côte d'Ivoire qu'elle est venue. Le nom, Angela Merkel. Voilà, c'est ça. C'est en allemand, sinon c'est Angela Merkel. Mais quand on est allemand, on fait Angela Merkel. Voilà. Elle est venue en Afrique. Elle-même qui a appelé le président Ouattara pour dire je veux venir. Et puis on l'a fait venir. Mais aujourd'hui, quand tu poses question à un Ivoirien, c'est pour dire non, le président dit a priori, il peut. A priori, là, ça veut dire quoi? C'est un mot français, mais c'est un mot grec. Parce que des Grecs utilisaient a priori pour dire si je veux. C'est ce qu'on appelle a priori. Mais comme on est en français, on dit a priori. Mais aujourd'hui, tu penses qu'on dit non. Dès que le président veut te présenter, on dit non. Il faut dire merci au président parce que sommet UAE, ça a réussi. Amen. Ok. Voilà. On va terminer avec... Le président ougandais. Ah là, moi-même, ils m'ont pris comme invité d'honneur pour aller en Ouganda, pour aller voir. Les gens se sont trompés sur son âge. L'âge du président? Oui. C'est-à-dire quand il regarde les papiers, le gars, il a 74 ans. Alors que l'année prochaine, il y a élection. L'année prochaine, il a 75 ans. La Constitution ne lui permet pas de se présenter à 75 ans. Donc, il y avait moi, il y avait le clergé, on est parti vérifier. Ça m'a été observateur. Le gars est né en 70. En 60? En 1970, c'est là le président ougandais est né. Il y avait une erreur sur sa date. C'est pas erreur, c'est les opposants. Pour ne pas que les gars se présentent, ils ont fait. Donc, tout ce qu'il a eu comme diplôme là, on reprend tout à zéro. Voilà, tout c'est trop. Donc, en tout cas, vous m'avez manqué. Nous aussi. Ce que je peux dire. Le panier nous a manqué aussi. Oui, le panier de la ménagère. Bon, il y a un bon nom là. Merci et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Abbas. C'est toujours un plaisir de l'avoir dans le cadre du JT décalé. On va aller vite au pas de course maintenant à tout ce qui va constituer la sphère information de cette matinale. Vous êtes aujourd'hui à Matin Bonheur. Nous sommes bien sûr le 7 décembre 2017.
musique ivoirienne à sa princesse, Princesse Mounia. Venez voir, je suis en joie. Dieu merci de m'exaucer avec la foi. Pour les fêtes de fin d'année, elle vous propose Bisous à volonté, featuring Serge Beno. Contact scène 43 43 43 67 07 99 56 94. Visite historique du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Sassandra, dans la région du Boclé. Le ministre Philippe Légré, président du conseil régional du Boclé, l'honorable Basile Frégo, député de Sassandra, et M. Claude Roger Abenou, maire de la commune de Sassandra, invitent les fils et filles de la région du Boclé à assister à la cérémonie de pose des premières pierres du débarcadère et du nouveau marché de Sassandra par son excellence Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du budget, chef du gouvernement. Ce vendredi 8 décembre à 9h, population des départements de Sassandra et de Fresco, venez saluer les actes de développement du gouvernement et rendre un hommage mérité au président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara. Dans le cadre de sa politique d'assistance aux petites et moyennes entreprises, la CGC organise les journées conseil PME les 8 et 9 décembre 2017 à la Maison de l'Entreprise au Plateau, avenue Lamblin. Des conseils fiscaux, des avocats, des experts comptables et des notaires, des experts financiers se tiendront à votre disposition pour répondre gratuitement à toutes vos préoccupations. Chefs d'entreprise, entrepreneurs, commerçants, artisans, ces journées sont les vôtres. Inscription obligatoire 22 00 97 73 48 64 45. 45. Sous la présidence de M. Amadou Koné, ministre des Transports, M. Georges-Philippe Ezalé, directeur général de la Sodexam, invite les partenaires de la Sodexam, société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, à la cérémonie de lancement du partenariat public-privé entre la Sodexam et Technics pour la diffusion de la météo par NTIC, le vendredi 8 décembre 2017 à l'espace RAE UMOA à partir de 9h. Contact sumaya bana yɛrɛ kɛlɛli kɔnɔna na an ka gouvernement ani ministère de la santé min bɛ an ka kɛnɛya ko kunna a n'an dɛmɛbagaw n'o ye UNICEF, OMS, Save the Children, Fonds mondial olu bɛna o y'a tɛmɛ ko sabanan kɛ ka taa sangew di mɔgɔ ma sosofagaji bɔnna min kan foyi tɛ sarala la an ka jamana yɛrɛ fantan ani naani kɔnɔ a bɛna tilan cogo di lɛyɔrɔ fila lo b'a la lɛyɔrɔ fɔlɔ n'o ye décembre kalo ye o bɛna wuli ka taa yɔrɔ juma Dabu, Grand Laou, Jacquesville, Anyama, Yopougon, Abobo, Cocody, Benjerville, Koumassi, Port-Boué, Vridi, Marcory, Trècheville, Adjembe, Plateau, Ana Tegoube, Ayaou Didja ni konana na, mino bena wuli ka se aw fɛ ka taa aw tɔgɔw sɛbɛ décembre kalo tile fɔlɔ ka taa bila a tile 10 na walasa a bɛ se ka aw tɔgɔw sɛbɛ ka se ka sangew sɔrɔ cogoya min na n balimaw ninnu minnu filɛ nin ye n'o bilala baara la n'u sera aw fɛ a y'o kunbɛn ni nisɔndiya ye n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛna se ka sumaya bana kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ nin ye kunnafoni ye min bɔra an ka minisiriso min bɛ an ka kɛnɛya kow kunna. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Le début de matinée sera dominé par la brume ou le brouillard dans la bande centrale et sur les régions forestières avant de faire place à un temps nuageux. Le ciel sera dominé par endroits sur le littoral, notamment le littoral ouest avec de fines pluies. Plus au nord, le temps sera dominé par les vents d'harmattan. Température prévue pour la matinée, nous aurons 25 degrés à Abidjan comme à Diaké, Bondoukou 22 degrés, Boaké 22 degrés, Daloa 24 degrés, il fera 24 degrés à Dimbokro, Gagnoa 23 degrés, le mercure affichera 22 sur la ville de Korogo, Mans 22 degrés, Odiéné 22 degrés, San Pedro marquera 25, il fera 24 degrés à Sassandra, Tabou 24 degrés et Yamoussoukro 25 degrés. L'après-midi, les régions du nord de la bande centrale pourraient observer la présence de vents secs et poussiéreux qui engendreront un temps de brume sèche. Au sud, le temps sera ensoleillé et partiellement nuageux. Toutefois, des poches de brise côtière très actives pourront donner des orages par endroits. Les
température prévue pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés à Abidjan comme à Diaké. La ville de Bandoukou marquera 34. Il fera 34 degrés également à Boaké. Daloa, 32 degrés. Dimbokro, 34 degrés. 32 degrés sur la ville de Gagnoa. Korogo, 34. Moins affichera 32 degrés. Odiéné, 34 degrés. Les villes de San Pedro et Sassandra marqueront 32 degrés. Il fera 30 degrés à Tabou et Yamoussoukro, 33 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Direction le palais de la présidence de la République où à l'entame du Conseil des ministres hier mercredi, le gouvernement a adressé ses félicitations au président de la République Alassane Ouattara pour la réussite du sommet UA-UE tenu ici à Abidjan les 29 et 30 novembre dernier. 2 décrets ont été pris également lors de ce conseil, l'un relatif à la limitation de l'âge des véhicules importés en Côte d'Ivoire et l'autre à la durée d'exploitation des véhicules affectés au transport public et de personnes privées. L'âge limite des véhicules, 5 ans, et des cars de plus de 34 places, 10 ans. La durée d'exploitation de ces véhicules, 7 ans. Pour les cars de plus de 34 places, 10 ans. Les camions de transport, 15 ans. Les camions de 5 tonnes et plus, 20 ans. Le ministre des Transports rassure quant au bien fondé de ces mesures pour les populations et les transporteurs. Le Zaouli, masque du peuple gouro dans la région de la Maraoué, est depuis hier patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Ce après la ville historique de Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012, et du Djegele, le balafon Sénoufo, patrimoine mondial immatériel en 2013. Pour le ministre Maurice Kwaku Bandama, cette désignation consacre à la vivacité de la culture ivoirienne. On en parle avec Issaïo. Sur le plan culturel pour la Côte d'Ivoire à l'UNESCO. Le Zaouli, masque du peuple gouro dans la région de la Maraoué, est désigné patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Après donc l'inscription en 2012 de la ville historique de Grand Bassam sur le patrimoine matériel, après l'inscription en 2013 du Djegele, le balafon Sénoufo, sur la liste du patrimoine immatériel, en 2017, c'est le Zaouli qui vient d'être inscrit. Nous sommes donc un pays de beauté, un pays de richesse, et notre devoir, c'est de faire voir toutes ces beautés. Cette désignation du Zaouli, patrimoine mondial immatériel, consacre la richesse de la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. C'est grâce au président Houphouët-Boigny que cette danse a été découverte par la majorité des Ivoiriens, car il manifestait son intérêt pour cette danse, qui n'était pas que danse, mais qui est aussi porteuse de valeurs à travers cette figure féminine, traduisant la féminité, la beauté, mais également l'amour. Créée dans les années 1950, la danse populaire de Zaouli est inspirée de Dje Lalou Zaouli, un masque du village des Rabi Seifla, qui signifie Zaouli, fille de Djela.
Reportage signé Issaïo. L'Égypte s'apprête à être la capitale de l'Afrique pendant 3 jours à compter de ce jeudi 7 décembre. C'est à la faveur de la 2e édition du Forum égyptien dénommé Africa 2017 pour la promotion du commerce et des investissements dans les pays africains et dans le monde. Le président de la République, Alassane Ouattara, est attendu parmi les nombreux chefs d'État et de gouvernement invités à prendre part à cette rencontre à Sharm el-Sheikh. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin, bien sûr, vous sera présenté dans nos prochains journaux. Le professeur Souleymane Mboup doit sa notoriété à une découverte faite en 1985. À la tête d'une équipe de 100 scientifiques, Mboup fait partie des premiers à avoir découvert et décrit le VIH-2, une forme de virus VIH. Présent à la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, ICASA 2017, qui se tient ici même à Abidjan, il a parlé de cette découverte et de son institut de recherche à Dakar. Delphine Bla. À la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, cet homme, il est connu dans la communauté scientifique mondiale pour avoir été l'un des premiers à découvrir et décrire en 1985 le VIH-2, une forme de virus VIH touchant essentiellement la population de l'Afrique de l'Ouest. À l'époque, on n'avait pas toutes les techniques, donc il a fallu envoyer quelques échantillons aux États-Unis qui ont confirmé le profil qu'on avait vu. Et c'est là qu'on venait de découvrir le virus du singe. Et quand on a comparé les échantillons avec ceux du virus du singe, on s'est rendu compte que les personnes au Sénégal qu'on avait avaient une réaction qui était plus proche du virus simien, du virus du singe, que du virus humain. Et c'est ainsi qu'on a découvert un second virus qui était beaucoup plus du virus du singe que du virus humain, qu'on a appelé le VIH-2 et qui est le 2e virus du sida. Aujourd'hui, 32 ans que le VIH-2 fait aussi des victimes. Ce virus s'avère en effet être différent du VIH-1, découvert quelques années plus tôt par le professeur Luc Montagnier à l'Institut Pasteur. On a suivi encore cette cohorte pour connaître à l'époque ce qu'on appelait l'histoire naturelle, c'est-à-dire l'évolution du virus. Et on s'est rendu compte que c'est un virus qui circulait beaucoup plus longtemps que le VIH-1. Par exemple, au Sénégal, on a des traces du virus depuis 1960, mais qui s'est avéré être un virus moins transmissible sexuellement, moins transmissible de la mère à l'enfant, qui avait un taux de progression vers la maladie qui était beaucoup plus faible que le VIH-1 de manière globale. Le 1, actuellement, si vous prenez l'exemple du Sénégal et de beaucoup de pays, vous voyez que le 1 est en train de progresser, alors que le 2 est en train de disparaître. Il faut rappeler que c'est en 1994, après une étude de 8 ans sur les prostituées sénégalaises porteuses du virus baptisé VIH-2, que le professeur Mboup arrive à déterminer les caractéristiques de la nouvelle souche. Aujourd'hui, il dirige l'un des laboratoires de diagnostic les plus avancés en Afrique, et c'est à Dakar. Présent à la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, le professeur Mboup a félicité le gouvernement ivoirien pour l'organisation d'ICASA 2017. Il tenait aussi à montrer son engagement à lutter contre cette pandémie, même si les résultats positifs sont obtenus dans le cadre de la lutte selon l'ONU-SIDA. 6 priorités se dégagent, notamment l'obligation de protéger les jeunes filles et les femmes, le refus de la discrimination, de l'exclusion et de la stigmatisation des malades. Un incendie s'est déclenché aux environs de 9 heures dans une entreprise de fabrication de peinture causant de nombreux dégâts. C'était hier à Marcory. Heureusement, aucune perte en vie humaine, même si les dégâts sont donc importants, comme je le dis. C'était donc hier dans la commune de Marcory. Christ Diomondé et Franck Quadio y étaient pour vous. Explosion et mini-geyser de flammes visibles de loin. Il a fallu plus de 3 heures pour maîtriser ce feu ravageur dans cette entreprise de fabrication de pots de peinture. On travaillait, le feu a éclaté. Vraiment, ça nous a étonnés. Selon des témoins, l'incendie s'est déclenché aux environs de 9 heures. D'abord, ça a commencé par un petit déclenchement sur le mode disjoncteur, mais dans un labo. Mais comme vous savez qu'on utilise les produits chimiques, c'est des trucs qui sont très inflammables. C'était un petit foyer, mais le temps de voir un peu comment il fallait intervenir,
tout cas, ça a pris beaucoup d'ampleur. Sur les lieux, plus d'une centaine d'éléments des forces de secours, les sapeurs-pompiers, les forces françaises, le port autonome et d'autres structures mobilisées pour venir à bout de l'incendie. Sur les lieux, nous avons constaté un embrasement quasi généralisé de la structure et localisé des foyers dans la zone de production de l'usine. Les dégâts matériels sont effectivement importants, mais nous avons pu enrayer les propagations. Il n'y a pas de morts, quelques incommodés juste par les fumées, mais nous avons une ambulance de réanimation avec un médecin qui les a pris en charge. Concernant les causes du sinistre, les responsables des lieux se sont refusés à tout commentaire. 1943-2017, l'homme s'est éteint dans la nuit du 5 décembre à l'âge de 74 ans à Marne-la-Coquette en France des suites d'un cancer des poumons. Johnny Hallyday, superstar de la variété du rock français, aura bercé des générations. 57 ans de carrière et l'archive dans son box-office, 110 millions de disques vendus dans le monde, 40 disques d'or, plus de 1000 chansons enregistrées. La légende Johnny Hallyday laisse derrière lui une carrière monumentale et des fans inconsolables à travers le monde entier. Retour ici sur l'histoire d'un monument de la musique française. C'est en chiffres et c'est avec Christelle Menant. Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne veux pas savoir qui a eu l'idée de me faire cette merveilleuse surprise. Je ne veux pas savoir combien de temps vous allez rester près de moi, mais je veux que vous sachiez une chose. C'est qu'ici, vous êtes chez vous. Et qu'aujourd'hui, moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je ne suis pas aéro, faut pas me coller je ne suis pas rock'n'roll. C'est la musique que j'aime. Ça, c'est le blues. Ouais. Elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais allumer le feu, allumer le feu et faire danser les diables et les dieux. Allumer le feu, et voir grandir la flamme dans vos yeux. Ce soir, je vous dis adieu. J'ai oublié des rêves et des merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, ou l'envie d'avoir envie, pour vivre ma vie. Vous l'avez vu, la légende Johnny laisse donc derrière elle une carrière monumentale et les fans, eux, restent inconsolables. C'est un document présenté par Christelle Menant. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Mon ambition pour nos relations n'a rien à voir avec ce que l'on fait depuis 20 ans. C'est la déclaration d'intention formulée par Emmanuel Macron à l'issue de sa visite express en Algérie hier mercredi. Une journée au pas de charge marquée par une rencontre avec Abdelaziz Bouteflika, son homologue algérien. Le chef de l'État français souhaite établir une relation décomplexée avec l'Algérie. Il fait un geste pour la réconciliation des mémoires et se tourne vers la jeunesse pour
écrire une histoire nouvelle. Et puis, pour terminer, comme annoncé, le président américain a officiellement déclaré hier mercredi que les États-Unis reconnaissaient Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Donald Trump appelle cela une nouvelle approche. Avec cette déclaration, il rompt avec des décennies de diplomatie américaine et risque de mettre le feu aux poudres, mais il assure vouloir relancer le processus de paix. Même si Donald Trump s'est dit disposé à soutenir une solution à 2 États entre Israéliens et Palestiniens, le contenu de sa décision a déjà provoqué la colère dans le monde arabe et les réactions se multiplient dans de nombreux pays. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes en notre compagnie. Merci beaucoup, Hamza. Merci, C'est un plaisir de vous avoir. Eva, ça va bien? Ça va? Très Au taquet? Oui. Alors, nous allons aller maintenant dans un autre pan de ces matinales. Je rappelle donc qu'aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre 2017 et que nous célébrons aussi, nous avons le souvenir du père fondateur, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. La revue de presse, Fatima installée, c'est parti. Et on commence par une bien mauvaise nouvelle quand même. Selon l'éléphant déchaîné, la presse écrite va mal. Et oui, dans un long exposé, le professeur Samba Koné dépeint la situation financière peu reluisante de la presse ivoirienne. C'était à l'occasion du 4e congrès ordinaire du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire qui s'est tenu les 24, 25 et 26 novembre dernier à Grand-Bassam. Alors selon lui, depuis quelques années, la presse subit un véritable cataclysme caractérisé par la baisse des diffusions, par aussi le vieillissement du lectorat, la raréfaction des recettes publicitaires, la disparition des points de vente et on ne saurait l'occulter, l'inadéquation de l'offre éditoriale. Le tout politique qui, pendant longtemps, a boosté les ventes, semble ne plus séduire ni inciter le lecteur à l'achat. Selon l'auteur, la fin de la crise en Côte d'Ivoire coïncide avec l'amorce du déclin de la presse écrite. À quoi s'ajoute bien évidemment l'avènement des NT qui font de cette tendance à la baisse une tendance mondiale. Mais les raisons sont aussi nombreuses que complexes, au point que l'hebdomadaire nous propose de publier la suite de l'exposé dans son prochain numéro. Donc on en reparle la semaine prochaine. Selon Soir Info, le Premier ministre se sépare de son directeur de cabinet. Le très influent directeur de cabinet d'Amadou Gon Coulibaly, qui avait rang de ministre, a été remercié ce mercredi 6 décembre. Le franco-ivoirien Philippe Séré-Eiffel, comme la Tour, vous l'aurez compris, était l'un des hommes les plus puissants et les plus secrets de l'exécutif. Il sera désormais l'un des nombreux conseillers spéciaux du Premier ministre. Alors, selon l'article, on lui reproche d'avoir pris ces derniers temps trop de liberté et d'initiative personnelle. C'est pourquoi il sera remplacé par Emmanuel Aoutou, un membre du PDCI qui était déjà à la primature sous l'ère Daniel Kablan-Duncan. Justement, on parle du PDCI. Notre voix évoque un différend au sein de ce parti. Oui, la tension est encore palpable entre Joachim Djedje Bagnon, président du Conseil général d'Hugo, et le député et ex-ministre Maurice Kakou Gikawe. Alors, tous deux dignitaires du parti PDCI RDA. La mésentente entre les deux hommes a été au centre d'une rencontre entre les populations du village de l'ancien ministre de la Santé et Joachim Djedje Bagnon, que je cite. « Votre fils, Maurice Kakou Gikawe, a cessé de me rendre visite quand il arrive à Gagnoa. Lui et moi avons été convoqués par le président Henri Konan Bédié qui lui a prodigué de sages conseils. Malgré tout cela, il est resté dans sa logique de ne plus m'associer aux activités locales de notre parti, le PDCI RDA, a-t-il affirmé. Les indiscrétions de Jeune Afrique sur le sommet UE-UA. Pour le Maroc, la République arabe sahraoui démocratique, la RASD, est invisible, annonçait donc le ministre marocain des Affaires étrangères. Alors, lors du sommet UE-UA, sans surprise, les deux délégations ont pris soin de s'éviter. Et lorsque Brahim Ghali, le président de la RASD, a croisé Mohamed VI, un garde du corps du roi a diplomatiquement fait barrage. Ghali a tout de même pu saluer le chef de l'État, Alassane Ouattara, bien que la Côte d'Ivoire ait refusé de l'inviter à ce sommet. Autre confidence, le 29 novembre dernier, en marge du sommet UE-UA, la présence d'Emmanuel Macron a suscité l'intérêt de plusieurs membres du gouvernement. Selon l'article, certains ministres se sont bousculés auprès du chef de l'État français, n'hésitant pas à l'interpeller pour faire un selfie.
Et puis on termine, hein, vous connaissez Fatim, hein, l'insolite avec elle, c'est un état d'esprit. La mode, cette fois, en insolite. Eh oui, souvenez-vous, je vous en parlais le mois dernier de ce fameux concours du pull le plus moche du monde. Eh bien, il a eu lieu le 25 novembre dernier en France. Et voici l'heureuse élue que vous allez voir un peu mieux sur la seconde image qui va apparaître, qui va être un peu plus grande, avec son magnifique pull, vous le voyez, qu'il a acheté. Et ça, c'est vraiment le comble, hein, parce que la plupart des candidats, eh bien, ont fait eux-mêmes leur pull. Et bien, lui, il a quand même trouvé ça dans un magasin. Hervé, il s'appelle, et bien je crois que ce monsieur mérite au moins les salutations, et voire un bisou de la part d'Eva pour ce magnifique prix. Eva, c'est à vous. Merci, Miss JJ. Il s'appelle Hervé. Ok, on l'embrasse également. Merci. Merci, Miss JJ, on vous retrouve demain. On espère toujours aussi en pleine forme. Notre invité suivant est installé. Vous êtes bien réveillé ce matin ? Très bien. Tout va bien? Très bien. Bonjour, merci d'être présent sur ce plateau. Avec vous, on va parler du jeu de l'Othello. Monsieur Jeannot Ouraga, je rappelle son nom. C'est monsieur Lo Jeannot Ouraga. Alors, le jeu de l'Othello, vous n'en êtes pas le concepteur? Non. Mais vous l'avez adapté. Voilà. On l'a adapté aux sciences, aux maths et aux vertus sociales. Ok, bon, expliquez-nous concrètement, c'est quoi le jeu Othello? Bien, mais pour les nuls. C'est un plateau, un carré. D'accord. Mais bien avant qu'on arrive à l'Othello, il fallait expliquer les maths, démystifier les mathématiques, et puis amener les jeunes de ma génération à épouser ce qu'on appelle l'esprit scientifique, un esprit de gagnant, un esprit de concentration, de prise de conscience. Et comme je n'avais pas les moyens, alors j'ai utilisé le matériel de bord, qui était le ludo, pour expliquer les mathématiques. D'accord. Comment les droites parallèles, comment enseigner à l'école, comment je peux l'expliquer en dehors de l'école. Quand je suis dans ma chambre, quand je vais au champ, par exemple, je suis à mes parents, nous allons à Kabia au champ, comment on peut appliquer les droites parallèles, les droites séquentes et les symétries centrales. Autant vous prévenir, Eva et moi, on est très forts en maths renversés. Justement. Et donc, vous êtes passionné de maths, monsieur Ouraga. En 1982, vous étiez le président du club maths à l'école primaire, donc vous aviez 10 ans. De 1983 à ce jour, vous êtes président de l'Esprit scientifique en Côte d'Ivoire. Donc, de 2000 à ce jour, président fondateur et innovateur de l'Othello en Côte d'Ivoire et en Afrique. Puis vous avez gagné de nombreux trophées, hein, puisque en 2011, vous êtes le premier Africain reconnu officiellement par la Fondation mondiale Othello, entre autres distinctions. C'est ça. Je suis, par la grâce de Dieu et par le soutien de tous ceux qui sont là, et je suis le premier Africain à être reconnu. Vous savez, j'étais ici, à Abidjan, et les Blancs même se sont, grâce à cette chaîne RTI que je remercie, qui m'a vraiment médiatisé, et les Blancs sont venus en Côte d'Ivoire en 2008. Les Européens. Ah oui, les Européens sont venus. Sans savoir plus, puisque j'avais appelé le Ludo Othello. Tu veux dire dans mon ethnie, malgré mon potentiel intellectuel, je suis sur le carreau, je ne suis pas soutenu. C'est en quelle ethnie? On dit d'un beau dida d'Akabia, de Divo, de l'Or du Bois. Et comment on prononce ça? Othello? Otiamolo. Donc, alors il fallait que... Voilà. Le homme qui est derrière là, moi, on veut dire moi. Voilà, on m'a laissé. Voilà. Donc, Otiamolo, voilà. Donc, en prononçant cela, ce plateau que vous voyez s'appelle Othello, qui veut dire les petits cris de chevaux japonais. D'accord. Allez, concrètement, ça donne quoi? Donc, vous le voyez, l'emplacement ici représente déjà un cercle de centre haut et des rayons, un cercle de cercle et des rayons 1 cm. Donc, l'emplacement, moi, je l'applique aux mathématiques, de la 6e au supérieur. Parce que les enfants ont peur. Et lorsqu'on est dans un cercle, je ne veux plus que les gens bossent. C'est-à-dire qu'après, la meilleure manière de bosser, c'est de changer avec son professeur en classe. Quand vous sortez, vous ne faites que des exercices. De mémoire, moi, je n'ai jamais payé de maths ni de physique, mais moi, Dieu m'a donné le livre de maths qui est dans ma tête. Donc, je cause avec le professeur. Une fois fini, c'est fini. Donc, c'est ça que j'ai vu ces petits noms, Einstein, Descartes, tout ça. Donc, ça me fortifie. Et créant le club de mathématiques, ça me permet d'être toujours au firmament des maths et de l'esprit scientifique. On va revenir au jeu. Donc, revenons au jeu. L'emplacement signifie... Voilà. Oui. Voilà. Donc, vous voyez que les deux, c'est dans un repère autonomé et
D'abord, dans un repère auto... Avec les abscisses, bien sûr. J'ai encore de vagues souvenirs. Donc, quand vous le voyez, c'est un exploit pour évaluer. Parce qu'en classe, on a les axes perpendiculaires. Mais en dehors, dans la chambre, on fait comment? C'est tout ça, il faut expliquer aux gens. Les mathématiques sont avec nous. Mais la chambre vient faire quoi ici? Oui, dans la chambre. Mais bien sûr. Par exemple, je dis aux élèves, par exemple, que histoire géo est dans la chambre, physique est dans la chambre, partout dans la maison. Parce que quand tu dis à votre fils, oui, petit, va auprès du lit, au chevet de mon matelas, quelque chose, il y a 10 000 francs. C'est une orientation. Donc, vous comprenez bien que tout ce qu'on apprend, il faut l'appliquer. Et moi, je suis né pour l'applicabilité de tout ce que nous apprenons. Ici, on peut déterminer tout. Vous voyez, l'emplacement, ce n'est pas par hasard. Le point 1, la couleur noire est de coordonnées D5E4. Je vais dire ici Y. Blanc, des coordonnées D4, E5. Donc l'emplacement n'est pas aussi au hasard. Quand je suis dans un cercle, le premier chapitre de 6e en géométrie, le cercle, il faut montrer aux élèves que ça, c'est un cercle de centre O ou bien de centre I, selon ce que vous voulez, mais des rayons 1 cm. À partir de là, vous allez voir que tous ces points sont sur le cercle, mais pas dans le cercle. Une fois dans le cercle, c'est que les points ne sont pas dans le cercle. Le cercle est ouvert, ce n'est pas un disque. Et maintenant, pour l'applicabilité, nous allons passer par les encadrements de centre. Les pions noirs doivent, terre à terre, les pions noirs doivent encadrer les pions blancs. Et le pion encadré prend la couleur de ceux qui l'encadrent. Mais aussi, je vais un peu en physique. Pour dire que deux corps de même nature se repoussant, il faut qu'ils soient deux corps différents pour s'attirer. Vous voyez blanc et noir côte à côte. Donc, en jouant, je ne peux pas jouer noir à côté du noir sans que ça ne modifie le système. Donc, pour que ça puisse... Et puis, on doit encadrer. Donc, les pions noirs encadrés prennent la couleur du pion. L'objectif de ce jeu, 64 cases, 64 pions. L'objectif, c'est que vous, mon adversaire, vous devez avoir, si vous êtes noir, vous devez avoir noir, plus de noir que de blanc. Moi, je dois avoir plus de blanc que de noir. C'est là toute cette stratégie. Donc, c'est un jeu stratégie, un jeu intellectuel, un jeu de stratégie. Alors, on va demander à Eva de résumer ce que... Allez-y, Eva. Après vous. Oui, on a compris. Donc, vous comprenez. Oui, non, donc, on a à bien partir compris. d'ici, mais à partir de là, je fais sortir tout ce qui est des vertus sociales. À partir de ce jeu, lorsque, à la rentrée, comme nous sommes en temps vers janvier, déjà, je connecte 70% de mes élèves admis à l'examen. Parce que la position d'un élève dans une classe, la manière d'écrire, la manière de répondre, sa manière de rire, parce que quand vous riez, c'est tous les angles qui sont là. Donc, il faut amener l'enfant à maîtriser. Donc, la mathématique, les mathématiques adaptées, appliquées au sourire. Au sourire. Parce qu'il y a les angles adjacents, il y a les angles obtus. Donc tout ça, ça te permet d'être à l'aise. Oui, mais à partir de son sourire, je sais qu'elle est très contente de me voir ce matin. Donc, vous comprenez. Donc, c'est dire que c'est ce jeu, par la grâce de Dieu, que nous avons innové en Côte d'Ivoire. Et les Blancs sont contents. Je remercie la Fédération mondiale qui m'écoute depuis la Suède. Et ils sont très contents de ce que nous sommes en train de faire en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier pays, la plateforme de l'Othello. Et quand nous allons à l'international, nous sommes les seuls peaux noires, nous sommes les seuls Africains. Et vous voyez, cette médaille qui m'a été décernée par la Fédération mondiale en 2012, c'est parce qu'il fallait gagner un jeune qui vient de la Côte d'Ivoire, mais ils ont oublié que la Côte d'Ivoire est le cerveau de l'Afrique, intellectuellement parlant, économiquement parlant, culturellement parlant, et ils n'ont pas pu. Alors les Blancs, les Européens de manière unanime, et les Asiatiques de manière unanime, regarde, vous êtes énigme africain, et cette médaille m'a été décernée. J'aurais souhaité que ça rejaillisse sur cette génération qui m'écoute ce matin. Ils sont tous coachés, ils ont décidé de me suivre, ils ont dit à leur chef d'établissement de mettre la télévision dans la salle de conférence, et je suis convaincu qu'à partir de ce matin, il n'aura plus peur des mathématiques. Je ne veux plus qu'on ait peur des mathématiques. Tout est normal. J'ai dit aux gens, une fois que je vends mon charbon, je suis obligé de le vendre normalement. Quelqu'un peut quitter les États-Unis pour venir le vendre. Vous voyez, d'Akabia, d'Ivo, Abidjan, je me retrouve à l'international et je fais le tour du monde. Je viens fraîchement de l'Allemagne où je suis rentré dans les grandes universités du monde européennes pour expliquer, et les Blancs, et les Européens, et les petits Autrichiens étaient très contents qu'un jeune Africain vienne leur dispenser le cours d'Othello, le jeu, et en mathématiques, ils étaient très fiers. Moi, je suis fier de mon pays, mais je voudrais dire merci
Qui l'a voulu, c'est les Ivoiriens. Qui l'a voulu, c'est Amicha. Qui l'a voulu, c'est Madame Kandia Kamara, qui m'a envoyé toutes les portes des écoles ivoiriennes. Et je suis content. Nous allons le promouvoir. Merci beaucoup. Merci pour la médaille. Je peux voir la médaille. Oui. Alors, si vous n'avez pas tout compris, on vous rappelle que vous pourrez retrouver l'émission sur nos réseaux sociaux, notamment la page, le compte YouTube de la RTI. Donc, vous pourrez encore une fois en détail avoir les explications du jeu au télé parce que c'était dit assez rapidement et on n'a peut-être pas tout saisi. Mais en tout cas, ce sont les mathématiques appliquées à tous les domaines. À tous les domaines. Tous les domaines. C'est une affaire d'orientation. D'orientation, de prise de conscience. De sourire. De sourire. De vie. De tout ce que vous faites. Et quand vous parlez, il faut parler à une conviction. Ou bien vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Vous êtes les extrémités d'un segment et la vie est segment. Je remercie tous ces jeunes qui me suivent, tous ces gens qui nous ont soutenus, que je ne peux pas citer sur ce plateau. Merci à la RT surtout et aux médias ivoiriens. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle, M. Lo Janou Ouraga, avec vous, nous empruntions le segment mathématique. Nous allons prendre un autre segment, mais cette fois dans notre émission, pour aller maintenant à la dernière ligne droite. Je rappelle qu'à partir de 7 h, nous serons donc dans la thématique et le jeudi, bien sûr, le jeudi, nous parlons santé. Nous allons avoir le plaisir d'avoir notre compagnie Dr Abo Kwame et également Dr Djenebou Ouattara, deux femmes très impliquées dans la lutte contre le sida, qui nous parleront un peu de tout ce qui est fait en matière de sensibilisation, de communication, pour montrer quand même des résultats probants par rapport à la lutte contre le VIH. Mais avant, vous le savez, à 7 h, notre route croise la pub. C'est parti. Sous le haut patronage de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, chef de gouvernement. Sous le parrainage du ministre Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence de la République. Grande journée de prière et de reconnaissance du département de Béléban les 8 et 9 décembre 2017. Au programme, vendredi 8 décembre 2017, 13 h, à la grande mosquée de Béléban, bénédiction à l'endroit de son Excellence le président Alassane Ouattara. Samedi 9 décembre 2017, 10 h, journée de reconnaissance à son Excellence le président Alassane Ouattara. La direction des examens et concours rappelle aux parents d'élèves en classe de CM2, de 3e et de terminale, ainsi qu'aux établissements scolaires et aux prétendants à la candidature libre que les inscriptions aux examens scolaires de la session 2018 prennent fin le vendredi 15 décembre 2017 à minuit. Passé ce délai, aucune inscription ne sera autorisée et les plateformes AGCE et AGCP dédiées à cet effet seront définitivement fermées. Vérifiez votre inscription au CEPE, au BEPC ou baccalauréat 2018 sur le site www.men-deco.org. Voilà, de retour sur RTI 1, dernière ligne droite de cette émission. On parlera aujourd'hui, vous le savez, on vous l'a annoncé depuis le début de cette matinale, on parlera de vivre aujourd'hui avec le VIH-Sida. Nos invités sont installés, Marco les a présentés tantôt. Je vous invite à suivre cet élément qui va expliquer un tant soit peu la problématique du jour. Et on se retrouve tout de suite après pour des développements beaucoup plus appuyés. Les conditions de vie des personnes vivant avec le VIH, selon moi, c'est beaucoup amélioré par rapport au passé. Aujourd'hui, les gens n'ont plus trop cette crainte-là d'afficher qu'ils sont séropositifs. Et donc, je pense qu'il y a quand même de l'amélioration. Les personnes vivant avec le VIH-Sida ont des conditions de vie vraiment très difficiles, il faut le dire. Au départ, les gens étaient marginalisés, mais je pense qu'aujourd'hui, au moins tout le monde sait que c'est pas scandaleux. On peut vivre avec ces personnes sans problème. Très souvent, dans nos sociétés, ces personnes-là sont marginalisées et puis laissées pour compte. Donc je pense que c'est difficile. Autrefois, quand le virus du sida avait été découvert, les malades n'avaient seulement que quelques années devant eux. Aujourd'hui, vivre plus longtemps avec le virus dans le corps est devenu chose courante. Et ce, parce qu'il existe des médicaments pour lutter contre la maladie. Aussi, la stigmatisation à laquelle faisaient face les malades s'est considérablement vue baisser. Les avantages, la gratuité du traitement du VIH,
a permis aux personnes de faire les tests sans inquiétude, sachant qu'avec le traitement, ils peuvent vivre sur de longues années. Ça a permis vraiment d'aider les gens. Parce qu'au départ, on nous faisait croire que c'était excessivement cher et qu'on ne pouvait pas avoir les produits. Mais aujourd'hui, grâce à l'État de Côte d'Ivoire qui fait beaucoup d'efforts pour ces personnes-là, il faut dire qu'ils arrivent à avoir accès à ces produits. Avec les produits antirétroviraux, on a des personnes qui peuvent vivre plus longtemps avec le sida. En Côte d'Ivoire, le traitement contre le VIH est disponible pour tous. De la femme enceinte à l'adulte, en passant par le traitement pédiatrique pour les enfants, chaque personne contaminée peut avoir accès à des soins gratuits. Ces médicaments agissent extrêmement bien chez les femmes enceintes, protégeant ainsi leur futur bébé de l'infection. Plus tôt le dépistage est fait, moins on s'expose à l'infection du VIH et en plus, on peut se soigner parce que les ARV sont gratuits dans tout le pays. Outre la gratuité des traitements, l'évolution des mentalités fait aussi reculer la maladie. Les campagnes d'information sur la maladie ont contribué à changer le regard que portait la société sur les personnes atteintes du VIH. Elles ne sont plus considérées comme des parias ou des pestiférés. Elles sont de plus en plus intégrées. Plusieurs structures et organisations aident aussi les malades à s'insérer ou à se réinsérer dans le milieu professionnel, leur permettant d'avoir des revenus, les aidant à faire face à leurs charges et à celles de leur famille. La prise en charge des personnes infectées a fortement aidé à faire baisser les dépenses allouées à leurs soins de santé qui étaient onéreux, auxquels ils ne pouvaient souvent pas faire face. Concernant le financement du VIH venant de l'étranger, pour moi, l'État doit déjà faire encore plus d'efforts par rapport à ce qu'il fait déjà. C'est vrai qu'il y a la gratuité, mais je pense que cela peut être encore amélioré. Il faut que maintenant chacun de nous puisse se mettre en tête que c'est une affaire de tout le monde. Chacun doit apporter sa contribution pour aider les personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Nous tous, nous devons apporter notre contribution. On ne peut pas toujours attendre du voisin pour pouvoir se soigner. Il est clair que l'accessibilité et la gratuité des ARV ont fortement contribué à l'amélioration de vie des malades grâce à l'appui surtout des financements nationaux ou internationaux. Mais est-ce à dire que sans ces financements, qu'il ne serait pas possible à toute personne infectée de se prendre en charge quels que soient ses revenus? Vivement que les avancées médicales se poursuivent pour un jour permettre aux personnes vivant avec le VIH de ne pas s'inquiéter et pouvoir s'approvisionner toujours à moindre coût dans les rayons des pharmacies publiques et privées de Côte d'Ivoire. Voilà, vous connaissez le feeling. On a déjà commencé la discussion sur le plateau. Tout ça pour bien pouvoir vous expliquer. Donc, à ma droite, donc à votre gauche, nous avons Dr Ouattara Djeneba, c'est cela, donc de l'instance de coordination nationale des subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et à ma gauche, donc à votre droite, quand vous regardez la télé, Dr Abo Kwame, directeur du programme national de lutte contre le sida. Deux personnes vraiment précieuses pour le sujet dont nous allons parler. Et bien sûr, vivent aujourd'hui avec le VIH. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut assurer sans embâche, sans risque de se tromper, qu'il est plus facile de vivre avec le VIH en 2017 qu'en 1997, lorsque le CISMA venait pour la première fois en Côte d'Ivoire? Je peux vous l'assurer avec certitude. Le sida, il y a quelques années, n'a plus la même image. On avait des images de personnes vraiment dénutries qu'on voyait à la télévision, aujourd'hui, qui faisaient peur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Une personne séropositive qui prend ses médicaments, mais elle a une espérance de vie... Régulièrement. Elle a une espérance de vie identique à toute personne. Voilà. Donc aujourd'hui, l'impact du sida, c'est amoindri et on vit normalement avec le virus, sans problème. Alors, docteur, elle vient de le dire, hein, une personne séropositive qui suit normalement son traitement a une espérance de vie identique à celle d'une personne qui ne serait pas infectée. Mais en termes de qualité de vie de tous les jours, est-ce qu'il y a un impact de la maladie ou une personne infectée qui prend toujours son traitement convenablement vit tout à fait normalement comme une personne qui ne serait pas infectée? Oui, je crois que vous posez une question très importante. Quand nous disons qu'aujourd'hui, une personne infectée, quand elle est sous traitement, peut avoir une vie normale, il faut prendre la vie normale entre guillemets. Parce que vous n'êtes plus dans une situation où vous n'avez pas le sida. Et donc, le fait que vous vivez avec le sida vous met dans une situation particulière qui fait qu'il y a des contraintes. Parce que c'est un traitement que vous prenez à vie. Et ce traitement a aussi des effets qu'il faut gérer au cours de la vie. Donc, la vie, elle est normale. Vous vivez aussi longtemps que possible, mais il y a des contraintes. C'est pour ça que nous disons régulièrement que c'est vrai, avec tous les progrès qu'il y a, on n'a plus de raison d'avoir peur du sida. Mais ce n'est pas aussi une raison
pour ne pas prendre des précautions, pour s'en prémunir, ne pas s'infecter. C'est pour ça que les deux vont ensemble. La prévention et le traitement. Effectivement. S'il y a une chose qui revient sans cesse depuis l'ouverture de cette magnifique conférence, c'est qu'aujourd'hui, le sida ne fait plus peur. Il y a 20 ans, c'était la véritable hantise. Aujourd'hui, grâce à vos efforts, on va dire ça comme ça, hein, grâce à des structures, grâce aux partenaires, le sida est une maladie lambda. Alors, le côté psychologique, le volet psychologique, docteur, est très, très important, voire déterminant. Tout à fait. Exactement, parce qu'avec le VIH, le volet psychologique doit être pris en compte. Et ça vous accompagne dans tous les aspects. Parce qu'il faut vivre avec. Vous vivez avec, ça vous met dans une situation où vos entourages, vous devez les gérer. Parce qu'en fonction de la réaction de l'entourage, ça dicte aussi votre comportement. Des autres. Exactement, ça dicte aussi votre comportement. Ce qui fait qu'en fonction du regard des autres, les personnes, des fois, soit sont à l'aise à dire que je suis infecté, à vivre avec, d'autres sont obligés de se cacher. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte et c'est une charge émotionnelle, psychologique de très grande amplitude qu'il faut prendre en compte avec le VIH. Aujourd'hui, on parle énormément de dépistage. On incite les personnes qui ne connaîtraient pas leur statut à se faire dépister afin, éventuellement, en cas de positivité, on va dire ça comme ça, de se faire traiter. Alors, est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce qu'on sait aujourd'hui si la majorité des cas dépistés de VIH-Sida l'ont été faits à la suite d'un dépistage volontaire ou est-ce que c'est parce que la personne avait un petit malaise qui se rend à l'hôpital pour on va dire un contrôle et que la maladie est dépistée? Est-ce que les gens vont toujours volontairement se faire dépister? Effectivement, ce que je peux dire, c'est que quand on regarde la situation aujourd'hui, comparée il y a 10 ans, 15 ans, la situation a beaucoup évolué. Aujourd'hui, les gens viennent au dépistage de façon plus spontanée. Et les gens viennent au dépistage sans attendre d'être malades, de plus en plus. Ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est justement pour ça qu'on avait ces images de personnes chétives, malades, grabataires. Mais de plus en plus, ça change. Mais nous disons que c'est encore timide. Au stade où nous sommes, ça devait être plus rapide. On devrait pouvoir le faire. La situation elle est particulièrement critique pour les hommes. Pour les femmes, ça va mieux. Les femmes, elles sont plus promptes à accepter le dépistage. Mais les hommes se font désirer et on les cherche. Se heurte un mur parfois. Exactement. Et on essaie de comprendre pourquoi les hommes ne viennent pas beaucoup au dépistage, pourquoi les hommes attendent la plupart du temps d'être malades pour venir. Et on essaie de comprendre pour pouvoir développer des activités et les inciter et pouvoir les rattraper. C'est-à-dire que quand je vous écoute, c'est-à-dire par rapport à une situation donnée, la lutte prend une autre forme pour combler. J'aime bien cet esprit-là. En tout cas, merci beaucoup pour ça. Alors, docteur Ouattara, vous êtes de l'instance de coordination nationale des subventions du Fonds mondial. C'est-à-dire là où il y a l'argent, on va dire ça comme ça. J'ai envie de dire que dans la lutte contre le sida, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Et quelles sont les inclinaisons? Comment vous faites pour aider tel ou tel projet, pour appuyer telle ou telle initiative? Comment ça se fait? Parce que parfois, on entend des choses. Oui, on peut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans le VIH. Mais cet argent, c'est pour la prévention, c'est pour le traitement. Donc, auprès du Fonds mondial, nous mobilisons du financement et nous choisissons 2 récipiendaires principaux qui sont le Programme national de lutte contre le sida et puis une association nationale, en l'occurrence Alliance Côte d'Ivoire, qui vont mettre en œuvre les stratégies que nous avons définies ensemble. Donc la partie nationale définit les stratégies et nous les accompagnons en mettant à leur disposition le financement nécessaire pour atteindre les objectifs. Donc actuellement, nous sommes à 263 milliards depuis 2002 de mobilisés pour le VIH. 263 milliards CFA ou d'euros? CFA, en francs CFA, mobilisés pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, mais pour le VIH particulièrement, de 2014 à 2017, ce sont 44 milliards qui ont été octroyés pour le VIH-Sida. Alors, on va revenir au thème vivre aujourd'hui avec le sida, pour ces personnes-là qui sont infectées. Alors, Marco le disait, la dimension psychologique a également... La dimension psychologique a également un véritable impact sur la qualité de vie du malade. On sait que dans les centres de santé, par exemple, le personnel est formé plus ou moins pour annoncer la maladie, pour déjà atténuer le choc que cette annonce-là pourrait faire. Aujourd'hui, on se rend compte que le dépistage est beaucoup plus rapide.
Notamment, on parle de tests en pharmacie, qu'on peut acheter qu'on ferait comme une goutte épaisse, avec juste une goutte de sang, on pourrait avoir le résultat, etc. Est-ce que ça ne va pas poser problème? Est-ce parce qu'une personne qui ne s'attend pas à ce résultat, qui n'est pas forcément en face d'un agent de santé formé pour lui annoncer la nouvelle et qui apprend comme ça qu'il est séropositif, est-ce que ça ne risque pas de traumatiser? Est-ce que c'est finalement une bonne idée? Actuellement, les avis sont partagés, mais à ce stade, c'est un besoin. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on cherche les hommes pour les dépistages, on ne les trouve pas. Et quand on analyse, la situation est que si ces personnes, c'est parce qu'elles ne veulent pas venir, si elles ont la possibilité de pouvoir connaître leur statut elles-mêmes, ça va peut-être par la suite les inciter à venir. Mais toujours est-il que, même avec la disponibilité du test de dépistage, où chacun peut acheter et faire son dépistage, je vous assure, avant d'aller acheter, les gens vont se préparer, vont réfléchir avant d'aller. C'est comme les autres tests. Prenons un test très simple, le test de la grossesse. Avant d'aller faire le test de la grossesse, c'est beaucoup de préparation soi-même avant d'aller faire le test. Donc c'est exactement la même chose. Et on essaie d'utiliser ce principe du test de la grossesse et pour promouvoir aussi ce test pour le VIH et permettre à tout le monde de connaître son statut. Vous faites votre test, vous connaissez, vous venez dans un centre, on confirme et on vous fait entrer dans le traitement. Alors, il y a une chose qui est très importante. Tout à l'heure, quand on parlait de fonds, d'argent, c'est très dans le thème parce que ça implique beaucoup de choses. Mais j'aimerais revenir sur certains axes. Les femmes. Le docteur a parlé des hommes qui sont un peu réticents parfois. Mais il y a plusieurs domaines qu'il faut toucher pour que l'on puisse vivre mieux avec le virus. Par exemple, les traditions qui sont très réticentes. La religion, la tradition, c'est aussi très important. Est-ce que vous mettez ça dans vos projets? Parler par exemple aux leaders d'opinion en matière de religion, en matière de tradition. Ce sont des personnes qui peuvent aider également quelqu'un de la communauté qui est une personne porteuse du virus du sida, non? Et pour appuyer ce que Marco dit, par exemple, pour parler de tradition, il y a le lévira qui existe encore dans certaines régions où lorsque le mari décède, ces femmes, s'il en avait une ou plusieurs, sont attribuées aux frères aînés ou puînés. Et bien souvent, ce frère-là décède du sida, aucun test n'est fait, rien n'est fait et la maladie se transmet dans la famille. Ce sont des axes également qu'il faut... Est-ce que vous impliquez ça tant au niveau des finances et au niveau pratique sur le terrain? Parce que elle, c'est à vous qu'elle donne l'argent. Est-ce que l'argent qu'on vous donne, est-ce que c'est utilisé, on va dire ça comme ça, est-ce que vous pensez à tous ces axes? Donc, ce qu'il faut dire, c'est que la réponse au VIH, elle est à la fois préventive et elle est aussi prise en charge. Et donc, tous les financements qui sont reçus, on essaie de couvrir tous les aspects qui permettent à la fois de faire la prévention et de prendre en charge ceux qui sont infectés. Donc, ces différents éléments que vous soulevez font partie des aspects que nous adressons avec les différents financements. Donc, effectivement, le lévira, elle est dite comme une des pratiques qui peut contribuer à propager le VIH. Et puis, vous avez d'autres aspects. Tout à l'heure, vous disiez, dans le VIH, il y a beaucoup d'argent. Effectivement, quand on attend les montants, on a l'impression tout de suite qu'il y a beaucoup d'argent. Mais derrière, non, c'est une impression parce que derrière, il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de besoins. Parce que si vous prenez seulement que la prise... demander encore plus. Voilà, quand vous prenez seulement que la prise en charge, le dépistage, il est gratuit. Les ARV sont gratuits. Le bilan biologique de suivi, il est gratuit. Deux fois, il faut appuyer les personnes vivant avec le VIH à développer des activités génératrices de revenus pour leur permettre d'avoir une certaine autonomie. Il faut les assister nutritionnellement. Il faut tout ça, ce montant que vous voyez. Et quand vous prenez seulement que le traitement, si aujourd'hui, quand on regarde, on a à peu près 217 000 personnes sous traitement antirétroviral en Côte d'Ivoire. L'année prochaine, il faut payer 217 000. Ça me paraît peu. Non, c'est pas peu. Sous traitement. Sous traitement antirétroviral. Sous traitement antirétroviral. Sur les 460 000 estimés vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire. Donc, si vous prenez à partir de cette année à l'année prochaine, il faut assurer le traitement pour ces 217 000 et ajouter les nouvelles personnes qu'on va dépister qui vont rentrer dans le traitement. Mais le président de la République a annoncé à l'entame de cette conférence qu'il y a 21 milliards qui vont accompagner la lutte. C'est une bonne nouvelle, normalement. Une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, mais il faut que cet engagement soit traduit dans les faits par la suite. Parce que si ça reste un engagement
et qu'on n'aboutit pas à la traduction... Le président a parlé, ça va se... Ah oui, non, quand ça vient du président, vous convenez avec moi que ça va plus facilement et que les choses vont aller plus rapidement. En tout cas, on espère et on attrape ça dès demain. Très bien. Docteur, on va prendre un cas pratique, hein, un homme et une femme qui vivent ensemble, et puis il y a l'un des partenaires qui est dépisté séropositif. Donc à la suite du test, l'autre partenaire est déclaré, on va dire, sain. Quelles sont les précautions à prendre dans ce couple-là? Est-ce que le port du préservatif sera obligatoire jusqu'à la fin de leur vie? Est-ce qu'ils peuvent avoir un enfant? Et comment ça se passe d'ailleurs pour avoir un enfant quand l'un des partenaires est infecté? La vie quotidienne, on va dire, il faut faire attention aux objets coupants, etc. Mais surtout au niveau des rapports sexuels, comment ça se passe? Quand vous êtes dans une situation de couple sérodiscordant, comme on dit habituellement, où un membre du couple est infecté et l'autre non, il y a des conditions particulières qu'il faut avoir. Actuellement, on parle de prévention combinée, c'est-à-dire qu'il faut prendre toutes les précautions pour que la personne qui n'est pas infectée reste non infectée le plus longtemps possible. Donc, le préservatif doit faire partie des habitudes. Mais il arrive un moment où les personnes infectées, tout comme le membre du couple non infecté, a envie de procréer, c'est normal. Ça fait partie de la vie. L'OMS le dit, la santé, c'est un ensemble, c'est un complet. S'il y a quelque chose qui manque, vous n'êtes plus en bonne santé. Et donc, ça fait partie des choses qu'il faut prendre. Et donc, ce qu'on fait, c'est que la personne qui est sous traitement doit vraiment rester observant. C'est-à-dire doit correctement prendre son traitement. Ça met cette personne dans une situation d'être moins infectant possible. Ensuite, pour le membre non infectant, avec le médecin traitant, ils prennent des précautions pour la période planifiée pour les rapports. Donc, on peut mettre ce membre du couple non infectant sous antirétroviraux pendant une courte période et donc qui leur permet d'avoir des rapports. Cette mise sous antirétroviraux le protège d'une infection si jamais ce risque survient. Donc, il y a un certain nombre de précautions qui sont prises pour encadrer la procréation dans un couple sérodiscordant. Et l'enfant à venir... Oui, et après, avec la maman qui est sous traitement, si jamais la grossesse survient, elle rentre automatiquement dans la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, puisque les traitements qu'elle prend protègent en même temps l'enfant à venir. Ça, il faut une bonne dose de psychologie et puis de force de caractère, hein, très important. Alors, monsieur Damsio parlait un peu de la jeunesse. On sait que les jeunes, les yeux sont tournés vers les jeunes à l'occasion de ce sisme. On a constaté, moi je me rappelle, il y a 20 ans, Mewé chantait Deaf Society. Les artistes à l'époque s'engageaient plus, il y avait Mewé, Diza, David Taïro. Aujourd'hui, les artistes de la nouvelle génération ne s'impliquent pas trop dans les chants. Ils chantent dans la sensibilisation. Est-ce que, bon, j'ai envie de me faire le porte-parole, est-ce que ce ne serait pas un axe de financement pour que les jeunes, de plus en plus, les jeunes artistes, les jeunes people puissent emboîter la voie, emboîter le pas à leur dévancier d'il y a 20 ans? Est-ce que ce ne serait pas une piste à exploiter? Oui, je pense que c'est une piste qui a déjà été exploitée. Nous avons eu la chanson de Fadaldé pour le paludisme. Oui, Fadaldé, c'est d'une autre génération quand même, je veux dire. Oui. Fadaldé lutte contre le sida depuis longtemps avec les Mewé. De nouveaux visages. Nous, on encourage cela. Donc, on a financé certains artistes pour cela. Donc, ce n'est pas une porte fermée, c'est toujours ouvert. Et on sait que la musique est très écoutée et peut être une bonne voie Qu'est-ce qu'on doit faire, un jeune, par exemple, qui chante pour être éligible, par exemple, pour avoir des fonds? Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? D'accord. Il doit voir le programme national de lutte contre le sida ou Alliance Côte d'Ivoire, parce que le financement est à leur disposition. Et nous autoriserons l'utilisation de ces financements pour financer les chansons. Alors, vous parlez toujours de la jeunesse. On sait que notre jeunesse est de plus en plus active sexuellement et tôt même d'ailleurs. Hein. De plus en plus tôt. De plus en plus tôt, ce qui est enfin, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, de plus en plus. Donc, il faut que la prévention, du moins la sensibilisation, soit faite encore plus vers les jeunes, on va dire. Alors, aujourd'hui, qui doit faire son test de dépistage? Est-ce que dès qu'on est actif sexuellement, il faut se sentir concerné et aller faire son test de dépistage? Est-ce qu'il y a un âge? Il n'y a pas un âge limité pour faire le test. Seulement que les directives nationales disent que pour pouvoir faire le test, à cause des implications dont nous sommes en train de parler, il faut avoir un certain âge qui vous permette de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et cet âge est fixé à 16 ans.
Et donc, avant 16 ans, la personne, le jeune homme qui veut ou la jeune fille qui veut faire son test doit être accompagné d'une grande personne, soit l'un des parents ou un tuteur. Donc, c'est ce qui est disponible actuellement comme directive pour prendre en compte tout cet aspect environnemental et psychologique dont on discutait tout à l'heure. Parce que vous ne pouvez pas dépister un enfant de 5 ans qui ne comprend pas les implications et puis lui balancer le résultat, le laisser partir, pensant qu'il va revenir pour prendre le traitement. Il faut qu'il soit accompagné. Donc, et puis, il faut songer aussi au secret médical parce qu'il y a trop de fuites, il y a trop de choses qu'on entend. Parfois, ça relève du mythe, de la réalité. Il y a trop concernant les personnes, non, même les personnes lambda même. On a l'impression que dans le domaine médical, on ne veut accuser personne. Hein. Parfois, les langues sont un peu pendues par rapport au statut de tel ou tel. Et là, on ne sait pas d'où ça vient. Je ne sais pas, vous voyez un peu ce que je veux dire. Il faut quand même des séminaires de sensibilisation ou revoir, revisiter le secret médical. Le statut est personnel, comme on dit, je ne sais pas si on peut dire ça, institut personnel, mais vraiment il faut revoir ça aussi. Tout à fait. Je crois que les directives nationales le disent. La politique nationale du dépistage le dit également. Le statut d'une personne qu'on a dépistée reste un secret entre la personne qui a fait le dépistage et celui qui s'est fait dépister. Vous ne pouvez pas annoncer son statut sans son avis. Et ce contexte, tenant compte de ce que vous venez de dire, la loi du 14 juillet 2014 portant donc prévention, protection et répression en matière de lutte contre le sida définit les conditions de partage du statut. Et donc, petit à petit, les choses sont en train de se mettre en place pour encadrer ce fait, pour ne pas que les fuites d'informations liées au statut de quelqu'un puissent devenir ça peut tuer. Hein. On connaît des gens qui n'avaient rien, mais à force dans le quartier de montrer ces personnes-là du doigt, c'est pas tout le monde qui a cette dose de psychologie, de force de caractère pour tenir. Hein. Donc vraiment, c'est très important aussi. À côté de la fuite d'information, on va dire complètement à contrario, quand on est en couple également et qu'on se fait dépister positif, il faut avoir le courage de le dire à son partenaire. Parce qu'il existe des couples où le monsieur ou la dame est dépisté, il ou elle est seul à savoir son statut, ne le communique pas à son partenaire et prend tout seul le traitement. Donc prendre seul le traitement et avoir des rapports comme ça non protégés avec une autre personne, déjà on peut l'infecter cette personne-là et puis on peut se réinfecter soi-même. Il faut toujours annoncer son statut à son partenaire. Tout à fait. Pour les couples, une fois que le dépistage est fait et que dans les discussions, la personne fait comprendre au personnel qu'il vit en couple, on l'accompagne, on le conseille, on l'encourage à partager son statut. Parce que l'autre membre du couple, son partenaire, reste une personne à haut risque à partir du moment cette personne qui est devant vous est infectée. Et l'une des stratégies que nous avons en place, c'est également de pouvoir emmener ces personnes à faire leur dépistage. Mais il faut que celui qui s'est dépisté puisse informer son partenaire que je fais mon dépistage. Et donc, il faut que toi aussi, tu te dépistes et qu'on regarde, qu'on voit la situation. Si tu es infecté, on se met sous traitement. Et mieux, c'est pour nous, pour notre famille, pour nos enfants et pour nous-mêmes. Et si jamais tu n'es pas infecté, on sait quelles sont les dispositions qu'on doit prendre pour ne pas que tu t'infectes. Donc ça, c'est important, le partage d'informations dans le couple. Surtout la solidarité dans le couple qui peut aider à surmonter. Et là, ça rejoint encore ce à quoi je tiens, la psychologie. On va parler des finances concrètement. Les Ivoiriens veulent savoir, lorsque vous donnez de l'argent, on va dire ça de façon simple comme ça, au programme national de lutte ou Alliance, quels sont les moyens de contrôle pour interpeller, pour guider? Comment ça se passe concrètement? Ok. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'instance de coordination nationale, c'est une association nationale. Le Fonds mondial n'est pas dans le pays. Donc, il entre dans le pays à partir de l'instance de coordination nationale que nous sommes, que regroupons plusieurs secteurs d'activité. Nous avons le secteur public, les ministères, le secteur privé, les partenaires techniques également qui sont aux membres du CCM, mais également la société civile. Et dans la société civile, il y a des religieux, des prêtres, des imams qui sont aux membres du CCM, mais il y a aussi des professionnels du sexe, il y a aussi des hommes vivant, des hommes ayant des relations avec des hommes, et également des structures de la société civile. Donc, ceux-là ont pour mission de faire en sorte que ce qu'on met à disposition de la population puisse vraiment arriver au sein de la population, puisqu'ils sont nos oreilles et nos yeux au sein de la population. Donc, le CCM a pour mission de mobiliser, mais également de suivre les subventions qui sont mises en œuvre. Comment? Nous faisons des assemblées générales régulières de suivi de programmes
Donc, on regarde qu'est-ce qui a été mis en place, est-ce que les objectifs sont atteints. Et on fait également des visites de sites sur l'ensemble du pays pour voir si effectivement ce qu'on a décidé est en train d'être mené. Et généralement, vous avez eu de mauvaises surprises, mais jusque-là, tout va bien. Dites-nous tout. Non, on a eu quelques petites surprises désagréables, mais dans l'ensemble, c'est bon, puisqu'ils sont évalués, ils ont des notes. Les notes vont de A à C. Quand on est dans le C, c'est qu'on est au rouge, c'est une mauvaise gestion. On n'a pas de structure dans le C. On est dans le A et même au minimum B1. Donc le Fonds mondial est satisfait. Et le Fonds mondial contrôle également avec une agence locale du Fonds, un cabinet d'audit qui vient contrôler tous les décaissements qui sont faits. Donc ils sont très suivis et par le Fonds mondial et par l'instance de coordination nationale. On est rassurés. Merci beaucoup, docteur. On rappelle que nos invités étaient docteur Djeneba Ouattara. Merci pour vos explications claires. Et le docteur Abou Kwame, merci également pour vos lumières sur ce thème-là. On retiendra donc qu'on peut vivre et on vit même normalement avec le VIH-Sida à condition de prendre son traitement de façon régulière. Voilà, donc on ne va plus avoir peur de la maladie, on ne va plus avoir peur des malades du VIH-Sida. Merci beaucoup pour votre fidélité à notre matinale. La réalisation était signée Christelle Akoussa, la rédaction en chef Kadi Fadiga. On se retrouve demain, même heure, même antenne, même plaisir.